Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Franck Montaugé, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste du Gers, vice-président de la Commission des affaires économiques. Vous allez réagir à différents sujets et notamment à cette opposition contre la réforme des retraites. Jusqu'à 19h, nous irons comme tous les jours et très régulièrement en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui, vous le voyez, avec Fanny Conquis. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Steve Jourdain. Bienvenue Steve. On va prolonger avec vous cette question de la réforme des retraites. Les parlementaires fourbissent leurs armes et notamment ici au Sénat. On parlera retraite, obstruction parlementaire et référendum dans un instant. À tout à l'heure. Marie Brémaud est avec nous comme tous les lundis. C'est notre spécialiste Europe. Marie, bienvenue. Emmanuel Macron en Pologne. Un exercice d'acrobatie diplomatique, nous dit le Parisien. Oui, il va falloir réchauffer l'atmosphère. À ce point-là, on verra le détail avec vous. Marie-Pierre Bourgeois est également avec nous. Bienvenue Marie-Pierre pour la chronique des livres politiques. Votre lecture de la semaine, c'est ? Je vais vous parler d'un président qui se surnomme Folamour et d'un autre qui s'appelle Entrée, plat et dessert. Mais quel programme! Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons sur cette proposition de loi déposée aujourd'hui même par la majorité sénatoriale de droite et du centre. Elle vise à renforcer le principe de laïcité dans la Constitution. L'objectif étant de lutter contre le communautarisme. Possible aussi qu'il y ait une lecture plus politique à faire de cette initiative. On fera réagir nos invités. Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord donc cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les avocats, les médecins libéraux et d'autres, ça c'est ce qui se passe dans la rue. Mais il y a une autre bataille qui se joue cette fois au Parlement. L'examen du texte a démarré en commission avec les quelques milliers d'amendements qui l'attendent. On voit cela en détail avec Pierre-Henri Holderbaum. Nouveau jour de grève contre la réforme des retraites alors que les députés commencent l'examen du texte à l'Assemblée. À Paris, les professionnels de la santé ainsi que les avocats se sont mobilisés. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons, nous, par le CNB, déposé plus de 300 amendements. Mais des amendements construits et constructifs pour notre profession. Les partis politiques ont déposé des amendements contre la réforme en général. Et après, ce que l'on craint, c'est que dans le volume qu'ils ont déposé, ça serve d'excuse pour envisager une utilisation du 49.3 de la Constitution. Alors que les amendements, à mon sens, doivent être utilisés de manière plus ciblée. Ce que nous avons fait, le travail a été fait par la profession. 22 000 amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale. À elle seule, la France insoumise en a déposé 19 000. Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, dénonce la stratégie d'obstruction du parti de Jean-Luc Mélenchon. Et ça va dans l'absurdité au point qu'il supprime les alinéas où on amène ce qu'on appelle le minimum contributif à 1 000 €. Il supprime l'alinéa qui vise à élargir le champ de la pénibilité au champ de la fonction publique. Que la manœuvre qui est proposée par la France Insoumise, avec les absurdités que je viens de montrer sur un certain nombre d'amendements, c'est une manœuvre d'obstruction. Et moi, je pense que le débat parlementaire, il mérite autre chose que l'obstruction. Le président du groupe de la France Insoumise assume totalement l'obstruction et répond à la majorité. La République En Marche nous accuse de zadisme législatif. Accepté. Les retraites sont un territoire à défendre et la loi Macron doit finir comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, on pourrait faire un référendum. Le gouvernement souhaite que l'adoption définitive de la réforme ait lieu avant l'été. Pour le moment, une nouvelle manifestation interprofessionnelle est annoncée ce jeudi. Allons plus loin donc avec vous, Franck Montaugé, bienvenue. Nouvelle journée de mobilisation dans la rue, les avocats qui sont en tête de cortège avec les médecins, je le disais, les salariés du transport aérien. Est-ce que ça se joue encore dans la rue selon vous ? Je ne sais pas si ça se joue encore dans la rue, mais ce qui se passe dans la rue, il faut en tenir compte par rapport notamment au mouvement des avocats. Sur la mobilisation, moi je trouve que c'est la question de l'état de droit qui est en jeu et qu'il pose. Nous sommes tous des justiciables, nous avons droit à une justice de qualité, nous avons droit également à être défendus de manière correcte, quelle que soit notre condition sociale.
Et dans les revendications des avocats, eu égard à leur régime de retraite, figure la question de l'accès à la défense des justifiables à travers les dispositifs comme celui des commis d'office ou de l'assistance juridictionnelle. Je suis persuadé que si on reste dans l'état actuel sur ce dossier des retraites concernant les avocats, on va tarir les vocations. Et on va se retrouver dans une situation à peu près comparable à celle que l'on connaît par exemple en matière de santé, avec des manques de médecins sur les territoires voilà, qui sont préjudiciables tout simplement à la vie sur les territoires. Voilà, donc je pense que ces mouvements de protestation, après autant de temps, il faut en tenir compte. Et ce que nous demandons, parlementaires, c'est de pouvoir travailler correctement. Ça fait 2 ans que le gouvernement a engagé cette réforme. Ils viennent de subir un camouflet historique de la part du Conseil d'État. Moi, je ne m'en réjouis pas de ça. Je trouve que pour la République, c'est un élément de fragilisation. On ne joue pas avec ces questions-là. Je voudrais redire que la réforme des retraites, c'est la plus grande réforme sociale depuis 1945. Elle concerne absolument tous les Français, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, et elle engage pratiquement 15% du produit intérieur brut. Il a fallu presque protester pour obtenir une étude d'impact qui a été remise de plus de 1000 pages, qui a été remise au dernier moment au Conseil d'État, qui n'a pas pu l'appréhender. Et ce problème, aujourd'hui, ce sont les parlementaires qui le connaissent. D'où cette technique de l'obstruction dont on va parler dans un instant avec Steve, c'est l'heure du club. Steve Jourdain, on commence donc avec vous. On va rentrer dans le détail de cette bataille parlementaire qui a donc commencé à l'Assemblée contre cette réforme des retraites. Oui, c'est parti. Alors le texte est arrivé aujourd'hui en commission spéciale à l'Assemblée. On l'a dit, c'est 22 000 amendements qui ont été déposés. C'est 19 000 rien que pour la France insoumise. Alors on va en regarder quelques-uns. Amendement numéro 1118, il est défendu par Clémentine Autain. Il vise, je cite, à modifier le titre de la section 1 qui opère une concordance entre l'objectif poursuivi réellement par la section et le titre qui la présente. En clair, eh bien, le titre de cette section ne plaît pas à Madame Autain. Il faut le changer, nous dit la députée. Amendement suivant, c'est le numéro 1119. Il est défendu par Ugo Bernalicis. Alors celui-ci, il est complètement différent. Il est radicalement différent, cet amendement, puisqu'il vise à modifier le titre de la section 1 qui opère une concordance entre l'objectif poursuivi réellement par la section et le titre qui le présente. Monsieur Bernalicis ne trouve pas le titre à son goût. Il faut donc le changer. Est-ce que vous savez ce que prévoit le prochain amendement, Rebecca ? Non, impossible, il y en a trop, c'est pas possible. Il y en a trop. Il est défendu par Éric Coquerel et il prévoit à peu près la même chose. En théorie, le vote solennel sur ce texte est prévu pour le 3 mars à l'Assemblée. Le 3 mars, c'est une semaine après les municipales. Le 3 mars, ça laisse environ 5 semaines de débat pour les députés pour examiner un texte. Je dis un texte, mais en fait, il y a 2 textes. Il y a le projet de loi ordinaire et le projet de loi organique. Pas certain que le calendrier soit respecté. Et on a bien... Excusez-moi, ce qu'il faut peut-être dire aussi ou rappeler, c'est que nous sommes en procédure accélérée. Qu'il n'y a qu'une lecture, que le gouvernement l'a voulu comme ça, et que, encore une fois, sur un sujet aussi important, il aurait été tout à fait normal que nous soyons en procédure normale. Donc moi, avec mes collègues sénateurs, y compris le premier d'entre eux, Gérard Larcher, nous demandons la levée de la procédure accélérée. Et on va y venir, c'est tout l'objet de cette chronique. On veut travailler correctement pour un sujet majeur. On va en parler, que ça. Parce que nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas et vous allez en parler dans un instant, Steve. Et d'où cette tactique de l'obstruction parlementaire, complètement assumée d'ailleurs par les députés de la France Insoumise. Alors que compte faire le Sénat ? Et ben voilà, justement, revoilà Gérard Larcher. Gérard Larcher en pleine campagne pour sa réélection au mois de septembre prochain à la présidence du Sénat. Gérard Larcher qui, chez nos confrères du JDD, bien accusé à nouveau hier le gouvernement de ne pas avoir dit la vérité sur les retraites. Le président du Sénat qui demande à nouveau, comme vous l'avez rappelé, que la procédure accélérée soit levée. La procédure accélérée, c'est-à-dire une seule lecture par chambre. Comme le demande le groupe socialiste et républicain également, dont je fais partie. On va y revenir. Ne brouillons pas les choses. On va y revenir. Pas d'obstruction parlementaire, en tout cas pour autant. La majorité sénatoriale demande simplement un vrai débat. On va écouter Philippe Dallier, c'était au micro d'Oriane Mancini ce matin.
La stratégie d'obstruction, c'est absurde. Les parlementaires, aussi bien à l'Assemblée que le Sénat, les parlementaires se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour examiner ce texte. Alors, quand en plus, effectivement, on dépose 19 000 amendements pour empêcher la discussion de fond, c'est effectivement aller dans le sens que l'on conteste. Ça me semble absolument ridicule. Voilà, alors quelle stratégie pour une droite qui, dans un autre contexte, dans d'autres circonstances ou d'autres cieux, aurait peut-être bien aimé faire passer elle-même une telle réforme au Sénat. En tout cas, le jeu de la droite n'est pas très lisible. Le texte doit arriver au Sénat fin avril. La conférence de financement doit se terminer à peu près à la même période. L'argument de la droite qui consiste à dire on ne s'exprime pas, on ne débat pas sur un texte à trous, eh bien cet argument pourrait bien avoir du plomb dans l'aile. Il faudra peut-être trouver autre chose, Rebecca. Et pourquoi on ne demanderait pas aux Français de s'exprimer directement ? Des trous et 29 ordonnances quand même. Hein. Voilà. Avec la voie référendaire, on va en parler, je vais vous demander votre avis, mais la voie référendaire... Justement, un référendum, c'est ce que réclame la gauche qui se fait très procédurière en ce moment, ces dernières semaines. Les communistes ont épluché un peu les règlements du Parlement, ils ont déniché une motion qui permet de soumettre le projet à un référendum. Cette motion, elle doit être déposée lors du débat en séance à l'Assemblée. Il faut savoir que c'est une procédure extrêmement rare, elle permet de suspendre complètement la discussion des textes pendant que les citoyens sont consultés. À ce sujet, écoutez, Fabien Roussel, c'était à nouveau au micro d'Oriane Mancini ce matin. Une motion de censure, c'est sanctionner le gouvernement. J'imagine bien que les députés En Marche, vu leur docilité, on l'a vu sur le congé parentalité pour les familles qui ont perdu un enfant, Playmobil, ils vont jamais voter une motion de censure contre leur gouvernement, sinon ils se tuent. Mais une motion référendaire, c'est pas faire tomber le gouvernement. Une motion référendaire, c'est de dire nous renvoyons au peuple le dernier mot sur cette question de référendum. Oui, ayons un débat jusqu'au bout avec les Français sur cette réforme de retraite et demandons-leur de voter par oui ou par non sur cette réforme. D'accord, mais est-ce qu'elle a des chances de passer, cette voie référendaire ? Très très peu de chances, pour ne pas dire aucune. Elle doit être signée par 1/10 des députés. C'est pas énorme, mais admettons, Rebecca, que cette motion soit adoptée à l'Assemblée. Il faut ensuite qu'elle soit transmise au Sénat. Il faut que le Sénat adopte à son tour cette motion. Est-ce que la droite sénatoriale ira jusqu'à voter une motion qui a été proposée par la gauche ? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le sénateur ? Il faut un référendum pour une telle réforme ? Alors, moi à ce stade, je n'ai pas d'idée arrêtée sur ce dispositif. Il faudra qu'on en discute en groupe et avec les autres groupes. Donc voilà, ça fera partie, je pense, des discussions que nous aurons probablement demain matin. Mais enfin bon, on en est sur un texte aussi complexe, on peut répondre par oui ou par non. Voilà, ou alors il faut s'exprimer par oui. Oui, j'ai quelques doutes. Il faut s'exprimer par oui et par non quand même sur quelque chose de tangible, d'un peu travaillé. Encore une fois, nous on souhaite travailler sur le fond. On souhaite conserver les acquis des réformes antérieures, parmi lesquelles les 60 ans pour les carrières longues. On souhaite introduire de la pénibilité dans les critères. Voilà, on a des propositions très, très concrètes à faire. Mais il y a un point majeur pour lequel on n'a toujours pas de réponse. Et aucun Français, c'est voilà, qu'est-ce que je vais toucher le jour où je prends ma retraite dans telle et telle hypothèse de carrière professionnelle. Ça, c'est quand même voilà, c'est pas possible, quoi. On peut pas travailler dans ces conditions-là. Et Marie Brémond, on va continuer avec vous. Vous êtes notre Madame Europe. Le président français était attendu de pied ferme aujourd'hui en Pologne. Oui, car la relation franco-polonaise des 3 années passées, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont tumultueuses. Pour vous donner quelques éléments de contexte, eh bien, ce sont les conservateurs populistes du parti Droit et Justice qui sont au pouvoir depuis 2015. Et lors des dernières élections législatives en novembre dernier, eh bien, ils ont conservé la majorité absolue. Depuis 4 ans, la Pologne, elle fait figure de mauvais élève en matière d'état de droit au sein de l'Union européenne. Des rappels sont régulièrement à l'ordre du jour au Parlement européen. Une procédure pour atteinte à l'état de droit a été lancée par la Commission. Et puis, la Cour de justice de l'Union européenne a récemment mis en garde contre un manque d'indépendance d'une instance judiciaire. Autre reproche fait au président Andrzej Duda et à son exécutif, ce sont les atteintes portées à la liberté de la presse. Plus d'une fois, Emmanuel Macron, il n'a pas hésité à tacler Varsovie, provoquant d'ailleurs plusieurs crises diplomatiques. En septembre dernier, rappelez-vous ou pas, le président français, il déclarait suite aux manifestations sur le climat de la jeunesse, eh bien qu'ils aillent manifester en Pologne, qu'on vienne m'aider à faire bouger ceux que je n'arrive pas à faire évoluer.
une référence à la décision de la Pologne de s'opposer à l'inscription de l'objectif neutralité carbone 2050 à l'agenda de l'Union européenne. Et en effet, ça avait fait beaucoup de bruit. Mais des anicroches, il y en a eu beaucoup d'autres, sur les directives sur les travailleurs détachés ou bien encore sur l'état de droit. Emmanuel Macron, il n'a pas la langue dans sa poche. Écoutez. L'Europe est un espace qui s'est créé sur des valeurs, un rapport à la démocratie et aux libertés publiques qu'enfreint aujourd'hui la Pologne. Et donc à cet égard, je pense que la déclaration de la première ministre polonaise hier ajoute une nouvelle erreur à la stratégie polonaise et manifeste combien ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe. J'assume des désaccords avec certains dirigeants, parce qu'il ne faut pas avoir honte des valeurs qu'on défend. Ce n'est pas ici qu'il faut avoir honte de l'Europe des droits de l'homme. Donc l'objectif de ce voyage, c'est d'apaiser les tensions, voire de tenter un rapprochement ? Oui, en fait, au vu des dossiers qui arrivent, il est important de déminer, de calmer les jeux. Puis la Pologne, elle est devenue incontournable sur certaines questions. Emmanuel Macron, il souhaite faire quoi ? Il souhaite faire avancer l'Europe de la défense. Et rappelons-nous, il y a quelques semaines, il a eu des déclarations qui controversées, en tout cas, qui ont fait polémique. Il parlait de la mort cérébrale de l'OTAN. Or, la Pologne est un membre très investi au sein de l'Alliance Atlantique et auprès des Américains, donc. Or, Emmanuel Macron, lui, il milite plus pour un rapprochement pragmatique avec la Russie et Vladimir Poutine qu'avec Donald Trump. Il va donc falloir convaincre. Autre dossier sur lequel il va bien falloir trouver un compromis, c'est les négociations en vue du budget sur l'Union européenne et la PAC, la politique agricole commune, en tête. Emmanuel Macron, en se rendant en ce moment même en Pologne, juste après le Brexit, il veut sans doute aussi s'assurer de la solidarité de Varsovie en vue des négociations ardues qui s'annoncent avec le Royaume-Uni. Un voyage officiel périlleux, d'autant plus que du côté de l'Elysée, on assure qu'Emmanuel Macron ne transigera pas sur les questions autour de l'état de droit. Et Emmanuel Macron de Pologne, il est déjà vu comme très arrogant. Franck Montaugé, il a eu raison, Emmanuel Macron, de ne pas ménager la Pologne durant toutes ces années. On vient encore d'entendre des tacles assez sérieux qui, au niveau diplomatique, ne sont pas sans conséquences. Voilà, moi je crois qu'il faut faire attention à la manière avec laquelle on dit les choses. Il ne faut pas blesser, même si les sujets méritent d'être traités directement, comme le fait le président de la République pour tenter de faire bouger les lignes. Moi je voudrais simplement rappeler une chose. Il y a quelques jours, encore, le président de la République était en Pologne à l'occasion de la commémoration de la libération. Le Premier ministre, Édouard Philippe. Le Premier ministre, pardon, du camp d'Auschwitz. Moi, je n'oublie pas que la construction européenne s'est faite aussi sur les valeurs qu'évoque le président de la République, mais aussi en réaction à cette barbarie absolue du milieu du XXe siècle. Et qu'aujourd'hui, ce que l'on constate en Europe et dans beaucoup de pays européens, et pas seulement qu'en Pologne, y compris en France, la montée des populismes, des partis... des extrêmes. Voilà. C'est très préoccupant pour la démocratie dans les États-nations et en Europe, et c'est pour nous très préoccupant par rapport à la République. Voilà. La démocratie, la République, ce sont des choses fragiles. Il n'y a rien de jamais définitivement acquis. Donc je pense que le président de la République a raison de porter cette parole-là, mais il faut arriver à construire, à partir de la critique. Et à l'égard de la Pologne, c'est pas gagné. Sur la question du réchauffement climatique et de la Pologne et de la France n'est pas le pays le plus exemplaire en matière de respect de ses engagements climatiques, pris notamment dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc elle devrait balayer devant sa porte. Voilà, je pense qu'on on est en retard, et on a un gros retard à rattraper, et on a une majorité de pays européens qui sont devant nous. Par rapport à ces enjeux de transition environnementale et écologique, il faut aussi l'avoir en tête. Allez, on va changer d'ambiance, si vous le voulez bien, avec notre troisième chroniqueuse du jour, c'est Marie-Pierre Bourgeois. Vous avez choisi cette semaine le dernier livre de Jean Garrigue, et c'est un sacré programme. C'est un sacré programme. Le pouvoir est le plus puissant des aphrodisiaques, disait Henry Kissinger, l'ancien chef de la diplomatie américaine. Et en jugé par les affaires amoureuses de nos récents présidents de la République, il n'a pas forcément tort. Un livre, une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au Paparazzi, se penche sur
sur le sujet. Ce livre, il est écrit par l'historien Jean Garrigue et cette enquête raconte comment les comportements amoureux des politiques révèlent leur rapport au pouvoir. Alors figurez-vous qu'avant de devenir le lieu du pouvoir et de la politique par essence, l'Élysée, c'était d'abord et surtout un hôtel particulier voué au libertinage. Alors écoutez bien l'histoire, Rebecca. En 1720, le comte d'Évreux, super. En 1720, le comte d'Évreux, l'un des cousins du roi, se fait construire un très beau palais en bas des Champs-Élysées. L'argent de ce palais vient de son beau-père, l'homme le plus riche de France. Une fois la construction achevée, ni une ni deux, il est très clair avec son épouse. Madame, repliez-vous dans l'un de nos châteaux en province. L'Élysée sera pour ma maîtresse. Ah ouais, c'est que le début de cette drôle d'histoire, je crois. Oui. Alors je vous passe l'épisode de Louis XV qui offre l'Élysée à la marquise de Pompadour. Nous, on va arriver tout de suite à la Troisième République. C'est vraiment à ce moment-là que la politique rentre à l'Élysée. Alors écoutez ce qu'écrit Jean Garrigue. Au sommet, il n'y aura désormais plus de courtisanes, mais des hommes d'État responsables, dévoués tout entiers au service de la République. Bon, ça c'est la version officielle. Dans les faits, c'est plutôt la curiosité de la presse qui va pousser les politiques à faire preuve d'un peu plus de discrétion. Il va falloir désormais se cacher et faire profil bas. Alors évidemment, il y a des histoires qui deviennent publiques, à commencer par celle de Félix Faure. Félix Faure, c'est le seul président qui est mort à l'Élysée en 1899. Figurez-vous, il décède dans les bras de sa maîtresse Marguerite. Alors, si jamais vous avez visité l'Élysée lors des Journées du patrimoine, on vous raconte toujours ce bon mot de Clémenceau. Félix Faure se voulait César, il ne fut que Pompée. Voilà, alors on peut aussi dire que sa mort correspondait plutôt bien à sa vie. Il aimait les femmes, il aimait le faste, il avait même gagné un surnom, le président Soleil. Et en cela, il ressemblait un peu à Valéry Giscard d'Estaing, peut-être? Eh bien oui, d'ailleurs, lui-même avait un petit surnom, vous allez me dire ce que vous en pensez, Valérie Folamour. Voilà. C'est plus mignon. C'est plus mignon, ça vient du canard. C'est plus soft, vous avez tout compris, ça vient du canard enchaîné. Vous connaissez sûrement, Monsieur Montaugé, l'histoire du petit camion du laitier que le président avait embouti au petit matin au volant de sa voiture. Alors, au lieu Marlène Jobert, je vois que vous savez tout, Marie, au lieu d'être sagement au lit à l'Élysée avec Anémone, la rumeur persistante indiquait qu'il était avec Marlène Jobert dans la voiture. Marlène Jobert, elle a jamais confirmé pour sa part. Et ça, pour le coup, c'était un petit peu connu. Ce qu'on sait moins, c'est que Valéry Giscard d'Estaing ne sortait pas de n'importe quelle soirée. Non, alors ça, vous pouvez bien le dire, il était chez l'un des anciens militants des Black Panthers, Elbridge Cleaver, qui se piquait de mode. Alors ça, c'est Jean Garrigue qui le raconte. Donc l'Américain, il avait une ambition, il voulait faire des vêtements, et pas n'importe lesquels, créer un pantalon avec une pièce rapportée comme une chaussette détaillant les parties génitales du porteur. Voilà, donc une soirée sûrement intéressante pour Valéry Giscard d'Estaing, on peut l'imaginer. Et enfin, arriva une nouvelle génération à l'Élysée. Oui, alors c'est la génération François Mitterrand qui a été formée dans la Résistance. Jean Garrigue explique que ça donne le goût du secret, ça donne le goût de l'immédiateté. Bah oui, parce que quand vous aviez pris le maquis, il ne fallait pas traîner quand on voulait séduire. Peut-être que le lendemain, vous seriez déjà mort. Alors écoutez ce qu'il dit Jean Garrigue. Mitterrand avait un tel appétit des femmes que certaines soirées à l'Élysée se déroulaient comme un menu avec une entrée, un plat principal et un dessert. Voilà. On est dans le même esprit avec Jacques Chirac, qui lui aussi était un gourmand. Puis on va passer à ce que Jean Garrigue appelle le temps de l'exhibition. Alors l'exhibition, on voit très bien de quoi on parle. La phrase de Nicolas Sarkozy, par exemple, avec Carla, c'est du sérieux. Le livre de Valérie Trierweiler, après sa rupture avec François Hollande. Et puis les très nombreuses couvertures de magazines avec Brigitte et Emmanuel Macron. On pense par exemple à Paris Match. Voilà. Voilà, et tout cela est à lire donc dans ce livre de Jean Garrigue. Exactement. Historien. Encore un mot peut-être, non Marie-Pierre? Un petit mot peut-être, ce que disent Ariane Chemin et Raphaël Baquet pour expliquer l'appétit très important des politiques pour le charme. La politique est une folle vie d'aventure, sans horaire, avec des combats et des défis incessants. Cela suscite un climat d'érotisme très fort. Voilà, une histoire érotique de l'Élysée. Merci beaucoup Marie-Pierre. C'est l'heure de votre sénateur à domicile. C'est tout de suite. On vous a donc suivi dans votre circonscription, Franck Montaugé, le Gers, pour traiter d'un des sujets qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le sort des agriculteurs. Le Gers, c'est le premier département agricole de France. Certains sont en grande difficulté, notamment à cause des aides qui n'arrivent pas ou qui sont supprimées. Et c'est donc Béatrice Finzan qui vous a accompagné, qui a passé toute une journée avec vous. On va regarder son reportage et on en parle après. Okay. On l'appelle la rivière basse. Cet espace de coteaux situé à une quarantaine de kilomètres d'Auch, dans le Gers. Ce terrain, proche des Pyrénées, est favorable à l'élevage qui façonne le territoire depuis des siècles. Florent Barbet a repris l'exploitation familiale il y a 17 ans. Malgré son virage bio, il s'inquiète beaucoup pour la pérennité de son activité. Les valeurs premières d'un agriculteur, c'est de produire et d'alimenter et de faire une nourriture saine. Et aujourd'hui, c'est malheureux, mais on n'arrive plus à en vivre. Le seul revenu qui reste,
malheureusement est lié directement aux aides. Jusqu'ici, Florent bénéficiait d'aides européennes, car son exploitation se situe en zone agricole défavorisée. Pourtant, en mai 2019, les coteaux sortent de la carte. Une catastrophe pour le territoire et une nouvelle bataille pour Franck Montaugé. À l'occasion de la révision de la cartographie nationale de ce dispositif européen, ce territoire et d'autres communes, une soixantaine de communes, 110 élevages, 110 exploitations concernées dans le Gers, sont sortis de la carte, donc ne peuvent plus bénéficier de ces aides. Pour le département, cela représente un manque à gagner d'1 million d'euros. Alors, en janvier 2019, les exploitants touchés décident de constituer un collectif et déposent divers recours auprès du tribunal administratif, sans succès. En septembre, dernier espoir auprès du Conseil d'État. Philippe Villas fait partie du collectif. Lui est éleveur de bovins et depuis juin 2018, également restaurateur avec son épouse Betty. Les personnes viennent ici, au restaurant, déguster notre viande et si vous voulez, on a une approche différente, on discute avec les gens, on explique notre histoire, on explique notre métier et on essaie de communiquer pour essayer d'un peu de redorer un peu le blason de l'agriculture qui est mis à mal par beaucoup de monde. Trouver des solutions pour pérenniser les exploitations, c'est le défi du restaurant. Et justement, parmi les clients du jour, des éleveurs mais aussi des professionnels du tourisme se sont déplacés. Ensemble, ils veulent valoriser leur territoire. Ce qu'on est en train de construire, en fait, de tenter de construire, on est vraiment au démarrage, un réseau en fait, qui comprend le restaurant, bien évidemment, les producteurs qui sont partenaires du restaurant, qui fournissent le restaurant, des hébergeurs, des prestataires qui ont créé des activités sur leur ferme. Développer les activités pour favoriser un meilleur tissu économique local et attirer de futurs exploitants. L'idée a tout de suite séduit Franck Montaugé, qui soutient le projet depuis le début. Il y a un refus du fatalisme et une volonté de se projeter, de construire, voilà, de faire partager tout en valorisant ce magnifique territoire. Prochain grand combat du sénateur, le développement territorial, pilier de la PAC. Avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le sénateur s'inquiète de voir les fonds alloués à la reconversion des agriculteurs se réduire drastiquement. Voilà, de belles initiatives montrées dans ce beau reportage de Béatrice Finzan. Une réaction, Franck Montaugé ? Oui, en forme de déclaration d'amour. Moi, j'aime ces hommes et ces femmes qui se battent pour leur territoire, qui se battent pour leur vie, pour leur territoire, qui le font avec les autres, qui le font dans l'accueil, dans l'échange. Voilà, moi, ça me touche et je suis à leur côté aussi pour ça. Ce que je voulais rajouter à ce qui a été dit et qui est tout à fait juste, c'est que le gouvernement a interprété le règlement européen qui définit cette cartographie de manière tout à fait discutable, et de manière différente à ce qu'il a pu le faire pour les zones montagneuses. Et donc effectivement, il y a des recours qui ont été portés par le collectif qui a été évoqué. Il y en a aussi un qui a été porté par la Chambre d'agriculture, parce qu'on a aussi des doutes sur les calculs. Il y a deux types de calculs par rapport à cette carte, des calculs de nature économique liés aux revenus et des calculs liés aux caractéristiques des territoires, les rendements, etc., la topographie des lieux, etc. Et les critères liés au paysage, aux caractéristiques du paysage, ont été effacés, écrasés par les critères purement économiques. Voilà. Et les critères économiques ont fait l'objet de biais. Donc voilà, les recours... Vous avez pu l'exprimer auprès des plus hautes autorités, notamment auprès de Didier Guillaume, qui était dans le Gers. Nous n'avons cessé de le faire. Je le fais depuis pratiquement 3 ans. Depuis qu'on sait que 60 communes du Gers sortent de cette cartographie. C'est 1 million, l'enjeu c'est 1 million d'euros pour le département du Gers et ça met en péril un nombre d'exploitations considérable. Et ça joue aussi sur les primes à l'installation, c'est-à-dire que les jeunes agriculteurs qui ne sont plus dans cette zone défavorisée ont des aides moindres pour s'installer et pour commencer à travailler que d'autres qui y sont. Donc c'est absolument... c'est un gros souci et on va se battre jusqu'au bout et je suis à leur côté parce qu'on est convaincus de notre bon droit, de leur bon droit et on est dans une situation flagrante d'injustice.
Quand vous voyez ces magnifiques paysages, vous ne pouvez guère faire d'autre chose en termes de culture que de l'élevage. Et on appelle d'ailleurs ces zones des zones de polyculture élevage. Et c'est comme ça depuis des lustres. Voilà, ancestralement, ce sont des zones de polyculture élevage. Donc il faut que cette cartographie soit révisée pour réintégrer ces 60 communes et ces 110 éleveurs. C'est absolument nécessaire. Et encore une fois, le projet de Philippe Villas, là, à Mascaras, c'est le nom de la commune. Celui de Florent Barbet à Surac-les-Fourrés, c'est juste à côté. Et puis d'autres communes du secteur méritent d'être soutenues. Moi, je suis très inquiet par rapport à la révision de la PAC. La sortie des Anglais va avoir des conséquences très sensibles sur le niveau du budget. Les aides directes, les aides du second pilier qui ont trait justement au développement territorial. Donc voilà, on attend beaucoup de l'État pour justement compenser ces baisses et puis faire en sorte que ces hommes et ces femmes exemplaires puissent continuer à exercer leur beau métier avec les efforts qui sont les leurs. Ils ont parlé de bio, Florent Barbet a parlé du bio. Il y a aussi un peu plus loin des viticulteurs qui sont engagés dans des démarches dites de haute valeur environnementale, de niveau 3, en bio aussi, en conversion bio. Il y a des efforts considérables qui sont faits pour produire une alimentation de grande qualité. Et tout cela fera l'objet de plusieurs émissions au moment du Salon de l'Agriculture et de dialogue citoyen qu'on consacrera à l'agriculture et peut-être que vous y participerez. Merci infiniment Franck Montaugé d'être venu nous parler de tout cela. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. La suite d'ALPL, c'est notre grand débat et l'entretien de la semaine. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme, c'est parti. Dans une demi-heure, l'entretien de la semaine. Nous recevons ce soir Michel Onfray, philosophe et essayiste. Il publie Grandeur des petits peuples, où il nous explique qu'il se range clairement du côté des gilets jaunes et pas du côté des élites qui exercent le pouvoir. Nous verrons pourquoi avec lui. Hashtag ALPL d'ailleurs si vous souhaitez réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi et comme tous les jours en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Fanny Conquis. Oui, nous serons notamment avec Pierre Ouzoulias. Nous parlerons avec lui de l'affaire Mila et il aura une question à poser à votre invité, à Michel Onfray, Rebecca. Oui, on fera réagir Michel Onfray sur ce plateau. À tout à l'heure, Fanny. Mais d'abord, notre grand débat consacré ce soir à cette nouvelle initiative de la majorité au Sénat après la volonté d'interdire les listes communautaristes aux municipales, celle de renforcer la laïcité dans notre Constitution. Les principes du vivre ensemble sont menacés, nous dit Philippe Bas. La République doit assumer de se défendre. Faut-il aller alors jusqu'à changer la Constitution ? Quelle intention politique derrière tout cela? On va ouvrir la discussion après les quelques éléments d'explication de Quentin Calmet. C'était il y a 2 mois et demi. Face au maire de France, Emmanuel Macron s'engageait sur le thème de la lutte contre le communautarisme. Le gouvernement portera des actions concrètes nouvelles dans les prochaines semaines sur ce sujet. La droite et le centre du Sénat n'auront donc pas attendu les mesures prises par l'exécutif. Dans le Figaro, aujourd'hui, la majorité dégaine une proposition de loi constitutionnelle contre le communautarisme. Le gouvernement, comme le président, annonce beaucoup d'initiatives. Malheureusement, elles ne sont pas suivies de beaucoup d'effets. Donc le Sénat avance. Et en la circonstance, le président Philippe Bas a présenté ce texte, je crois qu'il est un texte de clarification et qui permet d'y voir un peu plus clair en matière de laïcité. Le texte comprendrait 2 articles. Le premier visant à compléter l'article 1 de la Constitution par la mention suivante : nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer de la règle commune, afin de constituer une base juridique pour refuser toute pratique communautariste. On a pu constater dans le passé un certain nombre de dérives qui n'étaient pas rendues impossibles par nos textes. Et donc le fait de réaffirmer un certain nombre de principes tels que la proposition de Philippe Bas le fait, me semble effectivement une très bonne idée. Donc on aura une sorte de chapeau qui va venir rappeler les règles fortes et qui doivent empêcher effectivement toute dérive communautariste. Second point du texte, il vise à empêcher les listes communautaires aux élections. Mais tout ce processus législatif s'annonce long. Après le vote par une majorité au Sénat, il faudrait encore adopter le texte dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale. 2 votes qui provoqueraient alors un référendum. L'initiative sénatoriale apparaît donc davantage comme un moyen de mettre la pression sur l'exécutif.
Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Isabelle Vera-Masson, bienvenue. Vous êtes directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Jean-Daniel Lévy, bienvenue. Vous êtes directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Jean-Philippe Delsol, bienvenue. Avocat, essayiste, créateur de l'Institut de recherche économique et fiscale et auteur de Éloge de l'inégalité. Et Jean-Philippe de Rosier est également avec nous. Bienvenue Jean-Philippe, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille. Merci à tous les quatre d'être ici. Est-ce que vous trouvez que la laïcité est à ce point en danger pour qu'il faille en renforcer les principes au sein même de la Constitution et même inscrire le mot laïcité dans l'article 4, Jean-Philippe de Rosier? Non. Non. Le principe de laïcité est un principe cardinal de notre République et qui ne date pas de 1958, qui est très ancien. Effectivement, c'est comme n'importe quel principe constitutionnel, il est parfois écorché, égratigné. Si la Constitution était constamment respectée, on n'aurait pas besoin de juges. Mais je ne crois pas que la laïcité soit à ce point en danger qu'on doive ainsi imposer aux partis politiques, vous avez parlé de l'article 4, de respecter la laïcité. Et sinon, se rendent-ils compte, les auteurs et instigateurs de cette proposition de loi, qu'ils vont interdire l'un des partis qui les a soutenus depuis toujours, à savoir le Parti démocrate chrétien? Je suis sûr que bon nombre de parlementaires se réjouiraient de sa disparition, mais je ne suis pas sûr qu'ils siègent au groupe Les Républicains. Jean-Philippe Delsol, c'est aussi votre point de vue. Inscrire le mot laïcité dans la Constitution, c'est trop, ou il faut effectivement, j'allais dire, réarmer, renforcer notre Constitution sur la laïcité? Soyons clairs. Il ne me choque nullement, tout au contraire, que la religion soit distinguée, séparée de l'état, de la vie publique. Mais ceci dit, nous sommes des hommes, et en tant qu'hommes, nous avons une vie qui s'exprime à la fois par la politique et par des aspirations religieuses. Et il faudrait faire attention, je vais peut-être être un petit peu choquant, mais faire attention à ce que la laïcité ne devienne pas une forme de nouveau communautarisme à son tour. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si on l'érige en principe exclusif, n'est-ce pas un nouveau communautarisme? La communauté des laïcistes. Et oui, oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un communautarisme? On ne peut pas nous empêcher de faire de la politique avec un soubassement philosophique ou métaphysique. Le président de la commission des lois, donc Philippe Bas, qui est à l'origine de cette proposition de loi, je vais répéter ses mots dans le Figaro, puisqu'il a accordé une très longue interview. Voilà ce qu'il nous dit. Nous voulons énoncer clairement des principes qui n'ont pas été pour que le maire, le directeur d'usine, le principal de collège, le médecin d'hôpital sachent quoi répondre aux revendications communautaristes qui fragmentent notre société. Est-ce que si les intermédiaires de la République n'arrivent pas à faire face à leurs problèmes très concrets au quotidien, est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème, Jean-Daniel Lévy? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire quelque chose? Là, il brandit des sujets très concrets. On est sur des niveaux différents. Il y a déjà un premier niveau qui est la définition de la laïcité. Et on voit bien même qu'au sein du gouvernement, il peut y avoir des définitions qui sont assez différentes. Ne serait-ce que voir la manière dont on peut réagir justement ce que sont les communautés, et puis également des Français qui aujourd'hui s'interrogent sur qui sommes-nous, comment faisons-nous pour pouvoir collectivement vivre ensemble. Et un des points en fait qui fait qu'aujourd'hui cette thématique de la laïcité prend cette tournure, c'est qu'il y a la perception, à tort ou à raison, de la part d'une partie importante de la population française, que des individus refusent les lois communes et refusent de s'inscrire dans les principes. Mais c'est pas seulement une impression, quand le principal de collège ou le directeur d'hôpital il est confronté tous les jours à des soucis de cet ordre-là, c'est concret. Oui, ou même des responsables d'entreprises qui ne savent pas forcément comment gérer le fait très simplement qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas travailler certains jours, qui ne veulent pas parler à certaines personnes, qui ne veulent pas serrer la main, des hommes qui ne veulent pas forcément serrer la main de femmes. Et donc il y a dans ce contexte-là toute une interrogation qui dépasse le strict cadre de la laïcité et qui englobe plus généralement le principe en fait d'une forme de hiérarchie des valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes, quelles sont celles qui sont les moins importantes, et est-ce que les valeurs de la République l'emportent sur les autres valeurs, notamment les valeurs des communautés. Philippe Bas ajoute, avec cette loi constitutionnelle, on ne pourra plus revendiquer de dérogation aux règles au nom de ses origines ou de sa religion. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Vera-Masson? Alors c'est l'histoire de la loi de 1905. C'est exactement l'histoire de la loi. Il y avait, même avant, bien évidemment, il y avait un problème de vie collective entre les diverses religions qui étaient en France. Les Juifs, évidemment, qui samedi refusaient d'aller faire signe qu'ils ne mangeaient pas la même chose. Les chrétiens qui n'acceptaient pas, évidemment, la République. Et il n'y avait pas encore le problème de l'islam, puisque les musulmans n'étaient pas, il n'y en avait pratiquement pas en France. Mais en tous les cas, il y avait vraiment des problèmes qui étaient
comment vivre ensemble avec des religions différentes, étant donné, c'est exactement le même problème que certains disaient que la religion, les principes de leur religion étaient beaucoup plus importants, devaient s'imposer aux lois de la République. C'est ça l'histoire de la loi de 1905, et c'est exactement la même histoire. On a quand même pas mal réglé ça avec la loi 1905 et en mettant, c'est un peu ce que vous vouliez dire, dans la Constitution depuis longtemps, mais disons que c'est clairement en 1946, c'était établi, redit en 1958, la question que nous vivons dans la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Premier article, et c'est redit d'une certaine manière en 1958 à travers la question de l'enseignement. Donc, est-ce que l'on a besoin de nouvelles lois ou est-ce qu'on n'a pas besoin de donner des modes d'emploi? Et est-ce que si on doit donner des modes d'emploi, c'est-à-dire comment on fait pour vivre ensemble, est-ce qu'on a besoin de refaire la loi? Étant donné, et je vais terminer là-dessus, mais c'est la question, à mon avis, essentielle, que tout débat sur la laïcité est vécu par les Français musulmans comme une agression. C'est-à-dire que la laïcité, c'est assez français. Il n'y a pas tellement de pays qui ont la laïcité, donc il faut avoir vécu presque comment on est dans notre ADN de français, tout ce qu'on a appris à l'école sur la lutte, les guerres de religion, le concordat, toutes ces questions-là, on les connaît comme ça, on a été biberonnés, nous, avec la laïcité. Mais quand vous n'avez pas cette culture-là, et on l'a tous constaté, j'imagine que Jean-Daniel Lévy doit avoir des études plus précises, et bien pour les musulmans, laïcité égale lutte contre l'islam. Donc il faut faire très très attention que ce ne soit pas contre-productif. C'est-à-dire on va légiférer pour régler des petites questions et on va peut-être soulever chez certaines personnes des vrais drames. Et peut-être créer plus de communautarisme encore. Et voilà, et faire que les gens vont se replier. C'est ce que disait Jean-Philippe Delsol tout à l'heure, la laïcité pourrait devenir un communautarisme à son tour. Vous savez, quand on dénie les différences, en réalité on les stigmatise, on les renforce. Et la proposition de loi constitutionnelle de Philippe Bas et consorts veut dénier les différences, veut contraindre à ce qu'elles disparaissent. En réalité, en faisant cela, il veut les renforcer. Mais je m'étonne qu'un fin juriste tel que Philippe Bas oublie toute la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation, qui dit exactement ce que sa loi constitutionnelle veut dire, à savoir qu'effectivement, dans les écoles, dans les hôpitaux, même les directeurs d'entreprise peuvent demander à ce qu'il n'y ait pas de manifestation ostensible de signes religieux dans l'exercice de la profession. Preuve que la loi ne suffit pas puisqu'ils sont perdus. Mais ça ne changera rien. Vous imaginez un médecin dans un hôpital qui voit une femme arriver qui lui dit « Non, je ne veux pas que vous me soigniez » et qui va la contraindre à la soigner quand même en l'attachant de force. Enfin, c'est impensable. Et en plus, selon quels critères? Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir des médecins hommes, qui sont des femmes non musulmanes. Jean-Philippe Delsol. Moi, je pense que cette dernière partie de la proposition de loi que vous avez énoncée, elle n'est pas mauvaise en soi. Dire que la loi doit être la même pour tous, pour moi, c'est une évidence. On n'a pas besoin de cette loi pour le dire. Elle ne fait que le rappeler. Et c'est un peu inquiétant. Et je crois que ça pose un vrai problème, qui est que la loi n'est pas appliquée en France. Et on trouve toujours de nouveaux textes pour exister politiquement, finalement. Mais il suffirait peut-être, déjà, pour que cette notion de communautarisme soit remise à sa place, que les lois de la République soient appliquées, que dans la rue, on ne puisse pas faire sa prière, sauf dans certains cas où, par autorisation, éventuellement une cérémonie peut avoir lieu. Mais et il faut, au fond, peut-être en revenir à cet aspect-là, et je vais rajouter quelque chose d'autre. En réalité, c'est l'État lui-même et cette prolifération de lois, de textes, qui conduit à la situation où nous sommes de ne plus savoir qu'est-ce que c'est que le communautarisme et comment on peut éviter sa propre prolifération. Et je vais donner un exemple. Certains peuvent se choquer, bien sûr, qu'on vienne peut-être nous imposer des viandes halal à la cantine des enfants. Mais aujourd'hui, l'État veut nous imposer des produits bio à la cantine des enfants. Et c'est au fond déjà une autre forme de communautarisme. Alors il se trouve que cette proposition de loi a reçu un soutien un petit peu inattendu dans la journée. C'est celui de Marine Le Pen. Je vais vous inviter à lire ses tweets. En reprenant une de nos propositions, les présidents au Sénat du groupe LR, celui du groupe UDI, celui de la Commission des lois reconnaissent le sérieux de notre travail et la pertinence de nos propositions. Et elle précise ses propos dans un tweet suivant. Cette mesure correspond
correspond à l'article 3 de ma proposition de loi constitutionnelle numéro 879. Une déclaration qu'on pourrait peut-être assimiler au baiser de la mort. Vous me direz ce que vous en pensez dans un instant, mais on va d'abord demander au sénateur LR Roger Karoutchi ce qu'il en pense puisqu'il est en salle des conférences avec vous, Fanny Conqui. Roger Karoutchi, sur cette proposition de loi pour réformer, corriger la Constitution, Marine Le Pen s'est exprimée sur Twitter. Elle estime que la droite sénatoriale reprend une de ses propositions. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'effectivement la droite est en train de glisser sur le terrain du Rassemblement national? Si Marine Le Pen nous dit que la Terre est ronde et qu'un jour, dans un texte, les Républicains disent que la Terre est ronde, elle ne va pas nous demander des droits d'auteur quand même. Non, la laïcité, c'est un thème général dans le débat public. La lutte contre le communautarisme, c'est un thème qui est plutôt partagé par un certain nombre de formations politiques. Donc c'est à peu près normal que sur ces thèmes-là, on puisse retrouver telle ou telle déclaration de l'un ou de l'autre. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pas un soutien un peu embarrassant pour la droite? J'ai pas le sentiment qu'elle ait dit pour autant qu'elle nous soutenait, ni d'ailleurs que les voix au Sénat, puisque on ne peut pas dire qu'il y ait franchement une influence majeure du Rassemblement national au Sénat, donc c'est pas ça qui fera le texte. Non, le texte est assez logique depuis déjà maintenant une dizaine d'années dans ce pays. On sent bien les fractures, on sent bien les difficultés par rapport au communautarisme, aux provocations, par rapport auxquelles on ne sait pas toujours quoi répondre, parce que la loi n'est pas toujours très nette. Donc en faire une sorte de principe constitutionnel, quelle que soit l'appartenance des gens, c'est évidemment la loi de la République qui s'applique en premier. C'est la laïcité qui doit être respectée. Ça me paraît aller dans le bon sens. Et je pense que la grande majorité des élus, à l'Assemblée comme au Sénat, peuvent partager ce constat. Pour vous, il y a vraiment un risque avec des listes communautaires? Pour vous, c'est réel? Il y a un risque dans la société. On le voit quand on nous dit des horaires séparés pour les piscines, une alimentation différente dans les cantines, telle ou telle tenue adaptée ou pas dans tel endroit. On voit bien qu'il y a quelque chose, un petit fond musical qui n'est pas celui de la République, celui de la laïcité, celui de l'unité de la nation. Après, je ne dis pas que c'est une provocation partout. Je ne dis pas que les listes communautaristes vont faire, là où il y en aura, des scores importants. Mais est-ce même que le simple fait que ça existe est normal? Dans la République unique, laïque, qui doit évidemment défendre l'ensemble des valeurs de la République et de la nation. Donc voilà, dire les choses, les affirmer dans les principes constitutionnels, dans les textes, c'est bien. Merci Roger Karoutchi de nous avoir donné votre point de vue sur ce sujet. Merci beaucoup Fanny. Roger Karoutchi semble balayer assez rapidement, presque d'un revers de main, ce soutien de Marine Le Pen à cette proposition de loi. Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'il faut voir cela de très très loin ou il y a peut-être un baiser de la mort quand même? Il y a peut-être un baiser de la mort de la part de Marine Le Pen et puis peut-être également de la part des sénateurs Les Républicains, l'idée de se dire que la question de la laïcité ou de la question du communautarisme ne peut pas être uniquement portée par l'extrême droite. On voit bien d'ailleurs que depuis 2011, c'est-à-dire la période à laquelle Marine Le Pen a pris la direction du Front National à l'époque, que cette thématique de la laïcité a été portée. Alors, a été clairement portée, notamment contre des personnes qui étaient de confession musulmane et qui donnaient le sentiment de ne pas vouloir s'intégrer dans la République française. Et avec des exemples, notamment le fait qu'il y ait des prières de rue qui soient organisées, notamment dans certaines grandes villes. Mais que cette thématique-là, aux yeux d'une partie des sympathisants des Républicains, comme auprès des dirigeants des Républicains, ne peut rester l'apanage de cette frange de la partie la plus à droite de l'échiquier politique, en faisant en sorte que ça revienne dans l'espace public. Ça ne revient pas non plus à n'importe quel moment. Ça revient à 6 semaines des élections municipales, dans un contexte où, quand on regarde, effectivement, des listes communautaires commencent à être présentes, c'est-à-dire qu'ils vont clairement revendiquer des droits qui ne sont pas forcément les droits qui sont portés par le collectif et qui vont s'adresser à des personnes, non pas forcément en fonction de leur appartenance à la communauté nationale, mais beaucoup plus à travers une identité qui va être une identité religieuse ou culturelle. Et donc, dans ce contexte-là, ça vient bousculer un certain nombre de représentations traditionnelles. Mais c'est peut-être un peu risqué de la part de la droite et du centre de glisser vers ce terrain sous l'air Laurent Wauquiez. On a suffisamment reproché à LR d'être beaucoup trop sur le terrain de l'extrême droite. Là, c'est un peu étonnant sous l'air Christian Jacob, Isabelle Verhamasson. Non, je ne sais pas si c'est étonnant. En tout cas, ça prouve une certaine continuité entre la droite. Il y a une cohérence. Entre la droite de Laurent Wauquiez et la droite de Christian Jacob, avec quand même, on le sait maintenant, la présence à gauche
de partis importants comme La République En Marche, les socialistes, les Insoumis. La République En Marche n'est pas à gauche, je crois pas. Pardon. À gauche, c'est un homme de gauche qui Mais est-elle à droite? Non, elle se revendique du centre. Centre-gauche. Non, du centre. Peu importe. En tout cas, elle est plutôt à gauche quand même de la République En Marche, de LR, pardon. En tout cas, donc du coup, presque par obligation, il y a là un créneau pour LR dont ils vont avoir du mal à se dégager, me semble-t-il. Ça, c'est le problème de l'emplacement politique. Mais est-ce que c'est prendre un risque que dire la même chose que la République, décidément, j'ai du mal, que le Rassemblement national? Pas forcément. Il y a dans la France un sentiment très important. Là, le dernier sondage est quand même très fort. 74% des Français. 74, vous savez, pour les Français, c'est parler de l'Observatoire de la laïcité. Voilà, c'est un carton qu'on a préparé. Qui sont très attachés à ce principe. Les enfants, les jeunes, à qui on pose la question de la laïcité. Regardez, 74%. Et comme bizarrement, le mot laïcité est allé à droite. Par islam primaire, ça, je crois qu'on peut difficilement le nier. Eh bien, là, le mot laïcité est revendiqué par la droite. Alors que le mot laïcité, l'idée de laïcité vient de la gauche. Mais il la juge mal appliquée et souvent instrumentalisée. Les Français, dans cette même étude, les Français la jugent. Mais ça vient de l'ambiguïté dont je viens de parler, c'est-à-dire pour un Français, c'est quoi la laïcité? Tout le monde comprend ce que ça veut dire, la laïcité, mais c'est de droite ou de gauche? Donc cette espèce de déplacement, vous voyez, on a eu un débat, est-ce que machin est à droite, truc est à gauche? En tout cas, ce débat actuel sur lequel on peut soumettre un certain nombre de thèmes, eh bien, il rend les choses confuses. Et cette laïcité qui était à gauche, elle est étrangement prise en main par la droite. Là, je suis absolument pas d'accord. Le principe de laïcité n'est ni de droite ni de gauche, et pas de la République En Marche non plus. Dans ma formule, ne voyez pas de référence. C'est un principe républicain. C'est un principe républicain, il fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, le principe de 1905, qui est quand même un des principes cardinaux de notre République, inscrit à l'article 1er de la Constitution, et il n'est ni de droite ni de gauche, personne ne cherche à se l'approprier. Les 74% des Français, c'est pas qu'ils sont pour la proposition de loi constitutionnelle de M. Philippe Bas et autres, ils sont favorables au principe de laïcité, et d'ailleurs je trouve que c'est très, très faible comme pourcentage. Il serait heureux qu'il y en ait davantage qui soient favorables au principe de laïcité. C'est peut-être d'où Philippe Bas qui veut l'inscrire dans la Constitution. Mais je ne pense pas que la lutte contre ce type de communautarisme le permet. Lutter contre le radicalisme islamiste, lui, est un danger pour la République, pour notre État. Et c'est contre cela que cherche à lutter M. Philippe Bas. Mais ça ne passe pas par la Constitution. On ne va pas inscrire dans notre Constitution il faut lutter contre le radicalisme islamiste. Pour cela, on a des lois, on a des règlements, on a des mesures qui sont prises. Peut-être faut-il encore les améliorer, même s'il y a déjà eu beaucoup d'évolutions sur ce thème-là. Mais en réalité, M. Philippe Bas est quelqu'un de très intelligent. Il sait très bien que sa proposition de loi constitutionnelle n'a aucune chance d'aboutir. Peut-être va-t-elle être inscrite à l'ordre du jour du Sénat, peut-être même sera-t-elle adoptée, mais elle ne deviendra jamais une révision constitutionnelle. Elle est déposée à 6 semaines des élections municipales. Ça a donc une finalité exclusivement et totalement politique, bien évidemment. Et donc là, on voit, avec le baiser de la mort, comme vous dites, de Marine Le Pen, qui pris qu'il croyait prendre. Monsieur Philippe Bas voulait faire un coup politique et Marine Le Pen cherche à faire de la récupération politique. Elle est dans son rôle et elle montre bien que c'est une mesure d'extrême droite. Et vous avez raison de poser la question, pourquoi ce soudain coup de pression sur les questions de laïcité et de communautarisme? Beaucoup d'élus trouvent qu'Emmanuel Macron tarde aussi à s'exprimer sur le sujet et qu'en cela il crée un flou. Pourtant, souvenez-vous, le 19 novembre dernier, c'était lors du congrès des maires de France, il avait évoqué le sujet, il avait même annoncé du concret. Écoutez. Dans certaines communes, dans certains quartiers, progresse depuis quelques années un projet de séparation d'avec la République. C'est une réalité. Tout le gouvernement est mobilisé et continuera d'agir. Le ministre de l'Intérieur donnera des instructions nouvelles au préfet dans les prochains jours en la matière. Et le gouvernement portera des actions concrètes nouvelles dans les prochaines semaines sur ce sujet. Voilà, des instructions nouvelles, des actions concrètes qu'a priori nous n'avons pas connues, que nous n'avons pas entre nos mains aujourd'hui, Jean-Philippe. On attend toujours. Ouais. Alors, je crois qu'effectivement, une loi, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, et il ne faut pas abandonner des lois ou en faire parce qu'elles plaisent ou elles déplaisent au Front National ou aux islamistes. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Non, il faut rechercher à faire des lois bonnes pour tous. Et je voudrais quand même revenir un instant à la suite de cette déclaration de M. Macron sur la réalité du terrain, parce que c'est vrai que nous avons exprimé nos opinions. N'oublions pas, et je ne veux pas faire de démagogie,
Mais que la réalité des faits, c'est que beaucoup de Français sont effectivement confrontés dans leur vie quotidienne à des comportements de type communautaire qui deviennent, par leur prégnance, leur prééminence sur la vie sociale, envahissants et agaçants au point parfois de créer des violences. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. De ce point de vue-là, je voudrais quand même lui rendre hommage. Ce que dit Philippe Bas pour demander qu'il ne puisse plus y avoir de dérogation aux règles au nom de ses origines ou de ses religions, me paraît assez sain. On va à la piscine tous de la même manière. S'ils ne veulent pas y aller parce qu'il faut se déshabiller, se mettre en maillot de bain, ils n'y vont pas. C'est leur liberté. Nous sommes dans un pays libre. Alors, faut-il changer la Constitution pour ça? Je ne suis pas constitutionnaliste. Donc, je me tourne vers mon voisin. Si c'est le cas, il faut le faire. Sinon, il ne faut pas le faire. Il faut appliquer les lois. Jean-Daniel Lévy. Oui, on voit bien qu'il y a une situation aujourd'hui qui est une situation en fait de multiples définitions de ce que peut être la laïcité, d'interrogation justement sur ce que peut être le communautarisme, et puis en trame de fond, une élection qui se dessine avec une non-expression du président de la République. Alors, une non-expression, en même temps, quand on interroge le président de la République, il dit qu'il a déjà 20 fois, 40 fois prononcé par-ci, ce par-là, sujet. il a effectivement sporadiquement évoqué mais après, ce qui est vrai, c'est que quand vous regardez aujourd'hui, en fait, ne serait-ce que les députés de La République En Marche, ils n'ont pas tous la même définition de la laïcité. Et ils n'ont pas tous la même définition de ce qu'il faut faire pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse, pour faire vite, vivre ensemble dans la République. Donc c'est vrai que ce discours n'a pas été porté, enfin en tout cas n'a pas été entendu de la part ni des Français ni de la part des proches du président de la République, et que ça crée ce trouble. Et ça crée ce trouble aussi bien en termes d'appréciation de la définition de ce que peut être la laïcité que des conditions d'application de ce que peut être la laïcité. On l'a même vu il y a quelques mois autour de faut-il ou pas interdire le port du voile des femmes, des sorties scolaires, etc. C'était ici au Sénat. Oui, notamment. Et donc on a vu la manière dont le débat avait été porté, et que très peu même de députés ou de sénateurs de La République En Marche sont revenus au débat de 1905 qui, pour partie, alors dans un contexte différent, avait déjà tranché ce sujet-là. Alors à l'époque, c'était beaucoup plus sur les bonnes sœurs, est-ce qu'elles avaient la capacité de pouvoir s'habiller comme elles le faisaient à l'époque dans l'espace public. Donc il y avait déjà eu ces débats qui avaient été portés, et le fait que ceci avait été tranché. Est-ce que c'est encore présent? Est-ce que la connaissance des débats historiques, est-ce qu'une définition unitaire de ce que peut être la pratique de ce que peut être la laïcité traverse ne serait-ce que la majorité? La réponse est non. Peut-être effectivement parce que, en dépit des lois et des textes, aujourd'hui, le président et l'exécutif n'ont pas donné une ligne de conduite extrêmement claire, même si ce n'est pas exactement ce registre. On a pu voir sur l'affaire Mila, au sein du gouvernement, même pas uniquement auprès des députés, mais au sein du gouvernement, des postures et des positions qui ont été radicalement différentes selon la personne interrogée. C'est vrai qu'il y a un flou, Isabelle Verra-Masson, au plus haut niveau de l'État sur cette question de la laïcité, ce discours tant attendu d'Emmanuel Macron qui n'arrive pas et qui du coup donne lieu à ce genre de proposition de loi ou de ce qui se passe sur le terrain, comme le disait M. Delsol. On le voit bien parce que je ne sais pas si je suis pas sûre qu'il y ait un flou. Je crois que l'affaire est extrêmement touchy. C'est-à-dire que chacun a une interprétation différente des mots. Et comme le sujet est extrêmement sensible, parce que quand même la religion, ça touche, et même la non-religion d'ailleurs, ça touche à l'idiosyncrasie des gens, à quelque chose de profond, de sensible. On part mourir pour des raisons religieuses. On l'a beaucoup fait, les chrétiens l'ont beaucoup fait. Maintenant, hélas, ce sont d'autres religions. Mais en tous les cas, on voit bien que c'est une affaire extrêmement sensible. Et pour cette donc affaire, on ne s'exprime pas alors? Donc c'est dangereux. C'est dangereux pas parce que c'est difficile de s'exprimer, mais c'est parce que tous les mots qui vont être utilisés risque d'être mal interprété. Moi, on l'a bien vu là sur l'affaire Mila. Ce qu'a dit la ministre était pas parfait, mais quelque part on voit ce qu'elle voulait dire et on a interprété mais elle est garde des Sceaux, c'est compliqué. Donc tous les mots que vous employez sont dangereux. Et pour parler de toutes petites choses, parce que l'histoire de la piscine, on ne peut pas dire qu'il faut traiter tout le monde de la même manière, quelle que soit la République. Ce n'est pas vrai. Cette idée-là, elle est idéale, mais il y a des gens qui ne veulent pas être traités comme tout le monde. Il y a des femmes qui ne choisiront jamais un gynécologue, qui ne sont pas du tout islamiques ou musulmanes, qui ne choisiront jamais un gynécologue homme. Et alors on discute. Ah ben non, vous n'avez pas le droit de choisir le sexe de votre gynécologue. C'est pareil pour les hammams. Il y a des hammams où on a le droit de se mettre toute nue et d'autres où on ne le fait pas. Et ça veut dire quoi? Non, vous n'avez pas le droit de garder votre maillot de bain ou de l'enlever, je ne sais plus. Donc il y a des petites questions qui sont gérées avec des grandes phrases. On remet en question la Constitution, on remet en question les croyances des uns et des autres. Donc tout ça pour dire que c'est extrêmement compliqué et que le plus
plus tard vous abordez ces sujets, et le plus tard... Oui, ou alors vous entretenez un flou qui est dangereux aussi dans la société. Peut-être. Oui, je crois que c'est dangereux de se distinguer. La Constitution est la norme fondamentale de notre République. Et comme disait d'ailleurs le président de cette maison, Gérard Larcher, qui siège dans le groupe de M. Barr, il faut y toucher d'une main tremblante. Hein, il ne faut pas la modifier à tout va sur n'importe quel sujet de société. Hein. En 1949, un éminent juriste, droit public, Jean Rivero, a dit « la laïcité, ce mot qui sent la poudre ». Ah oui. C'est-à-dire que c'est un mot qui crispe, qui crée des batailles, qui crée des conflits. Et on était en 1949, hein. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on ne parlait pas encore du communautarisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est tout à fait politique, il avait raison. La République française, et même toute l'histoire constitutionnelle de la France depuis 1789, montre un rapport très tendu vis-à-vis des religions. Dès 1789, on ne va pas revenir sur les guerres de religion de post-révolution française, la constitution civile du clergé, tout cela. Dans la déclaration de 1789, on insiste à l'article 10 que tout le monde peut exprimer ses opinions, même religieuses, en insistant sur le même religieuse pour intégrer les religions, justement parce qu'à l'époque, elles étaient justement perçues avec un certain rapport conflictuel. Et en réalité, avec cette proposition de loi, on intègre ce conflit dans la Constitution et c'est pour cela qu'elle est dangereuse. On vient stigmatiser un groupe, pour ne pas dire un groupuscule, qui doit être combattu. Le radicalisme islamiste met en danger la République, ça ne fait aucun doute. Mais ça ne relève pas de la Constitution que de le stigmatiser ainsi. Je voudrais qu'on profite des 5 dernières minutes qui nous restent pour élargir un tout petit peu et parler encore de stratégie politique, parce qu'au-delà de cette proposition de loi sur la laïcité et le communautarisme, il y a une offensive médiatique de la droite et du centre que vous avez peut-être remarqué sur les sujets régaliens. En une du JDD ce week-end, regardez, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, l'un des espoirs de la droite et du centre pour la présidentielle de 2022, même si ce n'est pas vraiment dit officiellement. Et sur quoi attaque-t-il le chef de l'État? La sécurité. Les délinquants profitent du laisser-faire, dit-il, et c'est un message qu'il a répété ce matin chez nos confrères de BFM. Écoutez. Moi, je ne suis pas là à attendre. Oh là là, tout est en train de se casser la figure. Peut-être que ça fera nos affaires dans 2 ans. C'est mon pays. Et les gens que je vois qui habitent dans ma région ou ailleurs me disent quoi? Mais quand est-ce que les politiques, là, vous allez vous réveiller et vous allez prendre en compte nos problèmes et y apporter des solutions? Je vous ai dit protéger, parce que protéger, c'est la sécurité et la justice. Jean-Daniel Lévy, est-ce que là, il y a une stratégie de la droite d'aller sur le régalien, peut-être d'ailleurs considéré comme l'angle mort de la politique d'Emmanuel Macron? En tout cas, sur l'économique et sur le social, jusqu'à présent, en fait, les électeurs de droite sont assez satisfaits de ce qui est fait par Emmanuel Macron. Donc il y a effectivement une tangente. On peut d'ailleurs rappeler que, si je ne me trompe pas, Xavier Bertrand avait été un des premiers à proposer l'interdiction des listes communautaires, et ce, dès le mois de septembre dernier, où il avait pris position de manière assez nette. Donc c'est sur une position en fait, qui fait que là-dessus, il y a une histoire traditionnelle de la droite. Il y a des électeurs de droite qui attendent d'une manière générale qu'on puisse les rassurer en matière de sécurité. Et effectivement, une situation qu'on peut voir, que ce soit à la suite des mouvements des Gilets jaunes, plus récemment dans le cadre des mobilisations sociales qui se sont déroulées, la perception qu'en fait que le pays n'est pas entièrement tenu entre guillemets. Et donc, dans ce contexte-là, une partie de la droite qui peut se refaire, ou en tout cas arriver à adresser un message qui n'est pas celui qui est porté de la part du président de la République, ni même par le ministre de l'Intérieur, dont on voit bien aujourd'hui qu'en termes de confiance, il y a environ un quart des Français qui déclarent accorder leur confiance à Christophe Castaner, et que même de la part de l'électorat traditionnel des Républicains, ce regard est un regard distant à l'égard du ministre de l'Intérieur. Il y a un ténor de la majorité qui confie à nos confrères du JDD, et je vais vous interroger là-dessus, Jean-Philippe Delsol, qui dit en off, de manière anonyme, « Je suis persuadé que contrairement à 2017, la campagne de 2022 se jouera sur le régalien. Ce n'est pas un sujet mineur pour les Français. » Moi, je le crois aussi. Je crois d'ailleurs que la droite fait bien, parce qu'il y a un vrai déficit de régalien, de sécurité. Et je reprends les propos de madame. Vous ne pouvez pas dire comme ça, tranquillement, après tout, si quelqu'un a envie d'aller à la piscine habillé comme il veut, il y va. Le rôle de l'État, selon moi, ça n'est qu'on opine. Oui, mais vous sous-entendiez que c'était possible d'y aller autrement dans la piscine. Donc, et simplement, ce que je veux dire, c'est que le rôle de l'État, c'est effectivement de permettre autant que possible la liberté de chacun, qui ne peut être mise en œuvre que dans le respect de celle de tous les autres. Et ça passe forcément par une forme de consensus qui ne plaît pas à tout le monde,
Mais c'est ça la démocratie. Et si on ne respecte pas ce consensus, alors il n'y a plus ni liberté ni sécurité. Ouais, c'est la majorité, pas l'unanimité. Et donc, il ne faut pas que la majorité soit tyrannique, mais pas plus que la minorité. Et en réalité, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des formes de minorité tyrannique. Et c'est ça qu'il faut éviter. Isabelle Vermasson. Oui, enfin, je pense que ce genre de des déclarations sont graves. Et c'est vrai qu'un musulman qui entend dire qu'il est tyrannique, oui, je le dis, je le répète. Parce qu'il s'habille différemment. De ceci, je n'aime pas je ne porte pas le voile dans mon cœur. Mais il n'empêche que l'idée de tyrannie, les musulmans n'imposent pas. Juste un mot. Quand ils vont faire leur prière dans la rue, ils sont tyranniques. Et oui. En général, ils n'imposent pas à ceux qui ne sont pas musulmans le port du voile ou le fait de ne pas manger de porc, etc. Donc le mot tyrannique est dangereux, il est très accusateur, il est très discriminant et je pense que la République, c'est aussi d'accepter la différence, de faire en sorte que nous puissions vivre ensemble avec nos obligations alimentaires, nos manières de vivre, notre pudeur différente selon notre âge, nos milieux et nos religions. C'est difficile, c'est un pas. Ça peut être dangereux, mais en tous les cas, il reste 10 secondes pour Jean-Philippe de Rosier. Que tyrannique, c'est dangereux. La laïcité, c'est effectivement aussi le respect de tous, des croyants et des non-croyants. Et l'article 1er de la Constitution le dit, elle respecte, la République, toutes les croyances. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ce que l'on ne peut pas faire, c'est le faire de façon en violant l'ordre public. Voilà. On peut l'imposer aux autres. Toute religion est prosélyte. Toute religion est prosélyte. Mais si, bien sûr, toute religion cherche à convaincre l'autre d'adhérer à sa religion. Mais bien sûr que si. Sauf qu'il faut le faire de façon en respectant les lois et règlements. Il ne faut pas le faire avec violence. Il ne faut pas le faire dans la rue. Imposer sans violence. Bien sûr que l'on peut. En cherchant de conviction. Vous cherchez à imposer votre point de vue, je cherche à imposer le mien. On le fait sans violence. Ça s'appelle le débat. Et cela, même la religion et surtout la République le permet. De la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. La suite d'ALPL, c'est l'entretien de la semaine. Nous recevons ce soir Michel Onfray, philosophe, essayiste. Il publie Grandeur du petit peuple. Nous y reviendrons en détail avec lui, mais on va d'abord questionner le sujet qui a occupé les sénateurs pendant 2 semaines. C'est le projet de loi bioéthique. Le vote solennel aura lieu demain. Il est assez incertain. On va en parler avec notre invité après les premières explications de Samia Dechir. C'est un texte qui a échappé au clivage politique traditionnel. La loi bioéthique a été fortement modifiée par les sénateurs avec des alliances parfois inattendues. Malgré la présence quotidienne de la manif pour tous à ses portes, le Sénat n'a pas rejeté l'extension de la PMA à toutes les femmes, contre l'avis de certains élus de gauche et avec l'appui d'une partie de la droite. J'ai pris ces décisions en mon âme et conscience depuis plusieurs mois, de manière réfléchie, et je le savais que ça serait sûrement à l'encontre de ma famille politique. C'est mon expérience personnelle qui fait que je décidais d'aller dans le sens d'évolution de la société. Si le Sénat a accepté d'étendre la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules, il a en revanche refusé que cet acte leur soit remboursé par la sécurité sociale. Moins médiatisé, le volet recherche du texte a aussi donné lieu à d'intenses débats. Les sénateurs ont approuvé l'assouplissement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, mais ils ont rejeté le mélange des cellules humaines et animales, une technique défendue par la Commission pour faire avancer la recherche médicale sur la régénération d'organes par exemple. Heureusement que les chercheurs que vous avez auditionnés ont pris l'engagement devant la commission spéciale pendant les auditions de dire qu'ils ne seraient pas des savants fous qui vont créer des monstres demain. Mais j'ai envie de dire, et après ? Autre rejet du Sénat, celui du diagnostic préimplantatoire pour repérer les anomalies génétiques d'embryons lors d'une FIV. C'était une proposition de la commission spéciale pour éviter les fausses couches à répétition. Elle a été refusée par les communistes et les républicains. On est dans une démarche d'eugénisme. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit, ni plus ni moins, de trier les embryons et d'éliminer les embryons qui n'ont pas un génome conforme. C'est donc un texte bien différent de celui voté par l'Assemblée nationale qui ressort de l'examen au Sénat. Il sera soumis au vote mardi prochain, avant une deuxième lecture par les 2 chambres. Et c'est ce mardi, en effet, qu'aura lieu ce vote solennel. Michel Onfray, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, essayiste. Vous publiez, je le disais, Grandeur du petit peuple, heures et malheurs des Gilets jaunes, mais aussi Le chemin de la Garenne. On y viendra. D'abord, cette loi bioéthique qui sera soumise au vote demain. On y trouve notamment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mais, j'allais dire, ultra verrouillée par le Sénat, qui ne veut pas de remboursement par la sécurité sociale des PMA dites non médicales. Qu'en pensez-vous ? Alors là, vous me posez une question qui est
le trou de serrure, c'est-à-dire vraiment le détail. Le philosophe travaille plutôt sur le terrain de la civilisation. C'est-à-dire que ce qui se passe là, ça donne l'impression d'être un petit détail, juste une petite chose, quoi, un grain de sable. On est juste en train de dire, bon, on le déplace comme ceci ou comme cela, ce grain de sable. En fait, le grand projet, c'est le transhumanisme. C'est ce qui est en jeu. Est-ce qu'on accepte ou non le transhumanisme? La question, elle est là. C'est-à-dire qu'on commence à toucher ceci, puis cela, puis ceci, puis cela. On se dit, mais il y a ceci, mais ça implique cela, puis etc. Donc, évidemment, quand on veut vraiment faire avancer ce projet, on ne va pas dire, nous sommes les candidats du transhumanisme. On va juste dire que pour des raisons d'égalité, il faut bien que les femmes qui ne puissent pas avoir d'enfants aient des enfants. Puis après, on dira pour des raisons d'égalité, il faut bien que 2 femmes puissent avoir un enfant. Et vous dites que le projet dans le fond, par exemple, de La République En Marche, qui a proposé cette révision de loi bioéthique, c'est le transhumanisme? Vous dites que le projet de fond, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est ce vers quoi on va. C'est-à-dire qu'il y a un grand projet de société, il y a un grand projet de civilisation qui n'est pas dit. Les communistes annonçaient, les nazis annonçaient, enfin quand il y avait des révolutions radicales, on disait voilà, on fait la révolution radicale pour ce genre de projet. Le projet de l'Europe de Maastricht, c'est effectivement de faire une espèce de grand marché unique planétaire. Il s'agit de poser la question du gouvernement planétaire. D'ailleurs, Jacques Attali l'avait fait, il avait fait un livre sur ce sujet-là. Mais on vous dit, vous allez vouloir l'Europe, bien sûr. La nation, c'est la guerre, vous ne voulez pas la guerre. Puis au fur et à mesure, comme ça, on vous dit bien sûr que vous voulez l'Europe. Alors que la vraie question, c'est voulez-vous le gouvernement planétaire? Personne ne le dit jamais. Les vraies questions ici, c'est voulez-vous effectivement que le transhumanisme fasse la loi, c'est-à-dire, et c'est la même chose, que tout soit susceptible d'être vendu, acheté. C'est juste ça le problème, parce que les gamètes ceci, les gamètes cela, oui, mais ça ne va pas être gratuit tout ça. Qui va y avoir droit, qui ne va pas y avoir droit, qui va donner... Et l'opinion ne doit pas compter dans ce débat? C'est-à-dire si l'opinion dit oui, nous on est prêts, et après tout? Et si l'opinion veut le transhumanisme? Est-ce que c'est pas le législateur qui doit suivre cette opinion, ou en tout cas en tenir compte au moins? Je serais le dernier à dire du mal du peuple. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pourquoi je pense qu'il faut dire les choses vraiment. Moi je crois qu'il faut éclairer le peuple et demander ensuite au peuple ce qu'il pense. C'est ce que disait Condorcet. Condorcet disait la démocratie c'est formidable, l'élection c'est formidable, si le peuple est éclairé. Si effectivement les gens sont des abrutis et des crétins, c'est difficile de dire maintenant votez. Donc il faudrait. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer pour un peuple? Éclairer, ça veut dire informé par des médias que peut-être certains contesteraient? Oui. Non, mais par exemple dire. C'est difficile d'être bien éclairé. Bien sûr, parce que vous avez des gens qui n'ont pas intérêt à vous éclairer, qui ont même intérêt à vous obscurcir. C'est-à-dire que quand on vous dit le traité européen, on ne vous dit pas nous allons vers un gouvernement planétaire qui va être quelque chose d'assez saint-simonien, qui sera le gouvernement des techniciens. Donc on n'aura plus besoin du peuple. Personne ne vous dit ça comme ça. Personne ne vous dit, in fine, ce qu'il faudra, c'est marchandiser le corps des femmes, et puis le corps en général de tout le monde, avec le corps des pauvres, avec le corps des riches. Et bien évidemment, quand vous aurez des gens très très riches, tous ceux qui sont dans la Silicon Valley, etc., et qui eux ont tout, sauf la vie éternelle, se disent mais moi je veux la vie éternelle, donc ils sont en train de travailler un projet transhumaniste. Mais tout ça se tient. Que veut l'Europe de Maastricht? Un grand marché planétaire. Que veut le transhumanisme? Un grand marché planétaire. Puisqu'il s'agit de transformer, c'est le projet de civilisation, la planète... Ça donne l'impression d'un petit complot quand même. Non, c'est pas un complot. Dans ce que vous dites, il y a un peu de complotisme. Ils sont en train de préparer le transhumanisme sans nous le dire. Mais cette histoire de complot est formidable, parce que si vous commencez par aller chercher les causes, ce qui est quand même le travail du philosophe, ou alors vous faites du philosophe un complotiste par essence, si vous commencez à chercher les causes, on commence par dire c'est quand même un peu bizarre ces choses-là, c'est quand même bizarre. Je dis juste, vous avez un petit point de vue local, parce qu'il s'agit juste d'abrutir le public en disant enfin bien sûr que vous êtes pour l'égalité entre les hommes, les femmes, les homosexuels, les hétérosexuels, vous allez être contre, vous avez envie d'être homophobe, et on ne pose pas vraiment la question, on avance progressivement. Quand vous avez parfois des députés de la République En Marche qui trébuchent en disant bien sûr que le but avoué c'est d'en finir avec le peuple, c'est pas ce qu'on a voulu dire, etc. Mais il est bien évident qu'il y a des projets de civilisation qui s'opposent, et cette histoire, c'est un projet de civilisation. Le traité européen, Maastricht, etc., c'est un projet de civilisation. Brexit, Frexit, projet de civilisation encore. Donc n'attendez pas du philosophe qu'il fasse autre chose que son travail du philosophe, et de grâce, ne parlez pas de complotisme quand on ne soutient pas le discours dominant. Dites-moi que j'ai tort, pourquoi c'est faux, pourquoi il n'y a pas, in fine, une perspective de gouvernement planétaire, pourquoi le transhumanisme n'est pas... Non mais vous parlez vous-même d'intention cachée de la part de l'exécutif. Jamais intention cachée. Je ne dis pas intention cachée, je dis que pédagogiquement, il est plus facile de cacher la finalité et de dire par petits bouts, c'est beaucoup plus facile à avaler que d'avaler le truc d'un seul coup. Je voudrais qu'on aborde à présent la polémique autour de Mila. On en a un petit peu parlé dans le débat précédent. C'est cette jeune fille qui a tenu des propos très critiques sur l'islam, sur Internet. Tous les jours, une réaction politique. La dernière en date, c'est celle de Ségolène Royal. Je la cite, « Je refuse de poser le débat sur la laïcité à partir des déclarations d'une adolescente de 15 ans. » Voilà ce que nous dit Ségolène Royal. On a aussi en tête, évidemment, les propos de la garde des Sceaux, qu'elle a ensuite regretté, mais je les répète, insulter les religions, c'est une atteinte à la liberté de conscience. Avant de vous demander ce que vous en pensez, Michel Onfray, je voudrais qu'on rejoigne Fanny Conqui, qui est en salle des conférences, avec le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, qui va nous livrer son analyse et qui aura une question pour vous, Michel Onfray, ensuite.
Oui, Pierre Ouzoulias, qu'avez-vous pensé des propos tenus par Mila sur les réseaux sociaux et des conséquences politiques de cette affaire ? Alors je les ai lus et moi j'aimerais corriger 2 points qui me semblent essentiels. Cette jeune fille, d'abord, elle ne critique pas. Moi, j'ai pas lu un argumentaire rationnel très abouti. Ce sont plutôt des injures, ce qui est parfaitement son droit. Moi, ça me pose aucun problème. Et deuxièmement, il y a un rejet de toutes les religions et pas uniquement de la religion musulmane. Cette jeune fille dit, et c'est un sentiment que je sens poindre de plus en plus dans une partie de la jeunesse, elle veut vivre sans religion. Donc il y a une revendication athéiste forte qui est intéressante. Et si vous me permettez de poser la question, si c'est le moment, j'ai de plus en plus le sentiment qu'aujourd'hui nos concitoyens et concitoyennes, moi c'est ce que je sens sur le terrain, souhaitent que la religion soit bornée au domaine privé et quitte le domaine public. Alors ça, c'est pas la laïcité, ni même la séparation des églises et de l'État, c'est quelque chose d'autre, mais qui touche profondément à l'organisation sociale de nos sociétés, qu'il faut entendre et qui va nous poser un problème, parce que dans notre pays, aujourd'hui, il y a 60% de personnes qui se réclament sans religion, que leur pourcentage augmente, et que, en effet, à un moment donné, on aura de nouveau à réfléchir à la place de la religion dans notre société. Voilà ma question. Voilà, merci Pierre Ouzoulias d'avoir répondu à nos questions et donc d'avoir interpellé Michel Onfray sur ce sujet. Laissez répondre Michel Onfray. Merci beaucoup Fanny, merci à Pierre Ouzoulias. La remarque étant qu'il faudrait laisser la religion au privé, c'est ça? Oui. Oui et non, on sait bien de toute façon que c'est un traité politique, le Coran, mais le Talmud aussi, et puis les évangiles également. Donc on ne peut pas dire qu'il y aurait d'un côté le privé, de l'autre côté le public. Moi je pense qu'il faut repenser à nouveau frais la laïcité. Ça n'a pas de sens de dire le texte de loi existe et en 1905 il dit la vérité de ce qui se passe. Pour vous il ne suffit plus. Mais il n'y avait pas de musulmans en 1905, il y avait des juifs qui posaient problème, mais assez peu parce qu'ils étaient intégrés, et surtout des chrétiens qui posaient problème parce qu'ils étaient partout. Ils étaient dans l'école, ils étaient à l'hôpital, ils étaient dans la culture, ils étaient dans les mœurs, ils régentaient tout. Donc une loi, elle n'obéit jamais qu'à une configuration historique du moment. Il y a une époque où les femmes qui faisaient avorter, les avorteuses, on les envoyait à la guillotine. Aujourd'hui, ça se fait à l'hôpital et c'est remboursé par la sécurité sociale. Et c'est tant mieux, hein, entendons-nous bien. Je dis juste que les lois obéissent, et monsieur qui est communiste et marxiste, et c'est bien que, et je suis d'accord avec lui là-dessus, que la loi obéit toujours à une infrastructure économique, à une position économique donnée, à une histoire dans un temps donné, etc. Donc il faut repenser la question de la laïcité aujourd'hui. C'est intéressant que vous disiez ça, puisqu'il y a justement une proposition de loi de la part du président de la commission des lois ici au Sénat, Philippe Bas, qui dit qu'il faut carrément inscrire le mot laïcité dans la Constitution. Il faudrait aller jusque-là. On met trop de choses. Non, mais on a mis trop de choses dans la Constitution. On a enlevé trop de choses. On a ajouté trop de choses, etc. Moi, je pense que la République, c'est liberté, égalité, fraternité. À quoi j'ajoute laïcité et féminisme. On n'a pas besoin forcément d'écrire ça dans la Constitution, parce que la Constitution, d'une certaine manière, c'est un chiffon de papier. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vit vraiment, c'est ce que font les hommes politiques, et c'est leur façon de prendre le réel en considération. Mais on voit que les lois ne sont pas forcément appliquées. Alors, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, ça sert à rien d'en avoir autant si ces lois ne servent à rien. Il faut effectivement que les lois soient applicables. Il faut qu'elles soient appliquées. Et il faut, quand elles ne sont pas appliquées, qu'elles le soient avec une instance qui fasse savoir qu'elles le devraient. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée. Donc je pense qu'il y a une configuration tout à fait particulière et qu'on devrait aujourd'hui repenser la laïcité à la lueur justement de des questions posées par l'islam. On sait aujourd'hui, on va avoir des municipales bientôt, qu'un certain nombre de maires sont des hypocrites et vont financer des lieux culturels, sous prétexte qu'ils seraient culturels, alors que ce sont des lieux cultuels. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Parler du clientélisme. Pas seulement, mais moi j'ai vu, enfin, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai connu des maires qui savaient très bien qu'ils finançaient des mosquées, mais ça n'était pas des mosquées puisqu'on leur disait que c'était un centre culturel. Donc on donnait de l'argent à des centres culturels qui étaient finalement des mosquées. En échange de quoi? Donc de leur vote, de la tranquillité sociale, de leur soutien, du clientélisme, bien sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est peut-être aussi parce qu'on les a laissés très seuls, ces élus locaux, face à des sujets justement. Non, mais c'est parce que personne à gauche n'a osé toucher à ces choses-là, en disant mais touchons à la question de la laïcité et finançons les cultes. Le problème, c'est pas de n'en financer aucun, c'est de les financer tous. Sinon,
Il faut être concret, il ne faut pas être théoricien, il ne faut pas être philosophe au mauvais sens du terme. Mais sinon, ça va être financé, ce ne sera pas financé par la France. Et ce sera par le Qatar, ce sera par l'Arabie Saoudite, ou ça peut l'être aussi par le Maroc ou par l'Algérie. C'est-à-dire que c'est de l'ingérence de ces pays-là dans ce qui se passe en France. Donc il faut que la France gère ces questions-là en disant « mais non, bien sûr, on va vous aider ». Je pense qu'il y a des gens qui nous disent « ah, il faut en finir, par exemple, avec le Concordat ». Mais c'est l'inverse, c'est pas « il faut en finir avec le Concordat », il faudrait que le Concordat, ce soit exactement tout ce qui se passe avec le restant des régions françaises, de façon à ce que la religion, qui est un phénomène de politique, qui est politique, elle puisse être gérée avec les politiques. Si on en revient au propos de la jeune Mila, est-ce qu'ils vous ont choqué? Qu'est-ce que vous trouvez le plus condamnable? Ce qu'elle dit dans cette vidéo ou les insultes et les menaces de mort dont elle fait l'objet depuis? Il y a des strates dans cette histoire et contrairement à ce qu'on peut imaginer, je n'aime pas la grossièreté. J'ai fait un texte contre le doigt d'honneur que Macron a arboré avec un certain nombre d'Antillais en trouvant que c'était formidable et je ne fais pas de doigt d'honneur et on n'entendra jamais chez moi de la grossièreté ou de la vulgarité. J'ai moqué ce geste et on a dit que je prenais ce geste à mon compte. Pas du tout. Je critiquais ce geste parce que je le trouve inadmissible. Donc on a affaire à une jeune fille de 16 ans, avec la culture d'une jeune fille de 16 ans, avec les réflexes que sont les réflexes des médias, d'Internet, etc. Donc on est grossier. On emmerde, on encule, etc. Excusez-moi, je mets tout ça entre guillemets, mais c'est l'expression de cette jeune fille qui n'a pas dû mesurer du tout ce qu'elle dit quand elle dit ce qu'elle fait savoir alors qu'elle est lesbienne, qu'un garçon doit la draguer, qu'à un moment donné, elle répond. Il faut aussi contextualiser sa réponse. Et puis d'un seul coup, des menaces de mort. Alors, il y a toutes ces choses-là. Je pense que dans l'esprit, elle a raison. On doit pouvoir critiquer une religion. On n'est pas tenu d'être grossier vulgaire. Ça, je le déplore. C'est pas utile. Je suis pas un défenseur des grossièretés, mais comme aujourd'hui, les jeunes ne savent même pas qu'ils sont grossiers quand ils le sont, qu'ils insultent quand ils insultent. Ça fait partie de la génération. Et je pense qu'après, ce sont les gens qui réagissent autour, qui nous disent des choses sur notre société. Un procureur qui dit, on va voir si il n'y a pas matière à poursuivre. Poursuivre qui? Non pas ceux qui font des menaces de mort, c'est quand même assez sidérant, mais cette jeune fille. On se dit, mais elle est menacée de mort et le procureur se demande si on ne va pas la poursuivre. Un des représentants du Conseil musulman français qui s'en vient faire savoir qu'elle a le droit de dire ce qu'elle veut, mais s'il lui arrive des pépins, eh ben, elle l'aura bien voulu. Ce qui est une façon de dire, si vous avez envie de la zigouiller, zigouillez-la, elle l'aura bien mérité, etc. Donc vous êtes bien plus choqué par les menaces dont elle fait l'objet. Mais bien sûr, ça me paraît évident. Je dis simplement que la critique de religion est défendable, je le fais moi-même, mais avec des arguments, sans mépris. Je ne vais pas utiliser les arguments de celles qui n'en sont pas d'ailleurs, les grossièretés de cette jeune fille, parce que ça peut blesser des musulmans. Je comprends que les musulmans puissent être blessés. Après, on peut discuter. Par exemple, les éditions du Cerf viennent de faire un ouvrage extraordinaire qui est une contextualisation historique du Coran. On n'en parle pas du tout. C'est une révolution, ce livre. C'est un travail formidable qui nous dit d'où ce texte vient, ce qu'il dit, ce qu'il raconte, ce que sont ses évolutions. Et là, on dit, mais faisons une vraie critique au sens grec. C'est le crible. On passe la terre et puis on garde les pierres. On filtre. Ouais. Et faisons ce travail critique sur la question de l'islam. Mais arrêtons la grossièreté, la vulgarité, ou alors les gens qui voudraient islamiser la France, ou les gens qui estiment que la France est en train de se faire islamiser. Enfin, arrêtons avec ces questions-là. Débattons vraiment, faisons ce qu'on sait faire, ce qu'on faisait jadis dans la République, c'est-à-dire échangeons des arguments, n'insultons pas, laissons de côté les grossièretés. Je le disais en introduction, vous publiez Grandeur du petit peuple, heures et malheurs des gilets jaunes. Et pour donner une petite idée aux téléspectateurs de votre position, je vais lire cette phrase d'accroche qui se trouve au tout début du livre et à la fin. Il n'y a que deux côtés de la barricade et je ne crains pas de dire que j'ai choisi le camp du peuple contre le camp de ceux qui l'étranglent. Ceux qui l'étranglent, c'est qui? Ce sont les élites? Une grande partie, oui. J'ai démarré un peu, alors c'est un peu immodeste, excusez-moi, mais je dirais un peu dans l'esprit d'Hugo, avec Chose vue, ou de Tocqueville, quand il écrit Souvenir, et qu'il voit 1848, et il note au quotidien. Je me suis dit, quelque chose d'essentiel se passe, et je tiens la chronique du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, évidemment, ça a évolué, ça a changé. Donc, je ne vais pas vous faire l'histoire que je fais dans ce livre, en disant comment ça s'est trouvé récupéré, etc. Mais à l'origine, c'est-à-dire sur les ronds-points, il y a effectivement quelque chose qui se dit chez ces individus-là, qui ne se dit pas sur le terrain conceptuel, théorique, évidemment, mais qui se dit sur le terrain de la souffrance. Ils nous disent, on n'est pas loin de Noël, vous nous demandez de payer plus cher notre plein d'essence, on ne peut plus. On ne pourra pas. On ne peut déjà pas payer les cadeaux de Noël de nos enfants. Ce sont les grands-parents qui paient les cadeaux. De temps en temps, on travaille, on ne peut même pas avoir un appartement en dehors dans notre voiture. Ou on est les femmes seules, divorcées, avec des enfants, mais les maris qui ne paient pas les pensions alimentaires, Ce sont etc. ces gens-là que vous appelez peuple. C'est ça, pour moi, la quintessence du peuple. Parce qu'après, il n'y a pas que ça. Je dis le peuple, c'est ceux sur lesquels le pouvoir s'exerce. Alors oui, il y a des élites, et on les a vues arriver, je dirais presque tomber les unes après les autres. On a vu Bernard-Henri Lévy
qui nous disait que l'antisémitisme était au cœur de cette revendication. On a vu Luc Ferry disant à un moment, il faudrait que ça se calme, ils sont armés, les militaires, les gendarmes, il faudrait qu'ils fassent usage de leurs armes pour calmer tout ça et remettre... On a vu Alain Badiou, grand communiste devant Dieu, qui s'en vient nous expliquer que Mao était formidable, que Staline était sympathique, et qui nous disait que tout ça c'était extrêmement méprisable et qu'il ne voyait aucun intérêt à cette populace. On se dit mais c'est formidable de voir comment BHL et Badiou, mais aussi Luc Ferry, alors je ne parle pas d'Alain Minc, je ne parle pas de... etc., de tous ces gens qui finalement nous ont dit que le peuple se calme, qu'il rentre à la niche, il nous fatigue. Et là, je me suis dit, c'est extrêmement simple. Là, maintenant, les choses sont en noir et blanc. Il y a une barricade, il y a des gens qui sont en train de dire on voudrait de la dignité, on souffre, on est dans la misère. Et juste en face, des gens qui disent, avec ceux qui tapent, avec ceux qui cognent, qui disent rentrez chez vous, calmez-vous, laissez-nous faire. Et les policiers, vous les mettez où ? Les policiers, ce sont des prolétaires. Ce sont des prolétaires. Non, ce sont souvent des prolétaires. Vous savez, j'ai une web TV avec des gens qui m'écrivent, qui m'envoient des choses et je ne veux pas impliquer des gens, mais j'ai des gendarmes, j'ai des mobiles qui m'écrivent et qui m'envoient des photos, qui me disent des choses et qui m'informent. Ils vous disent quoi ? Sur les violences qu'ils subissent ou... sur la souffrance qu'ils ont eux aussi d'être obligés de taper, d'être obligés de cogner. Vous savez, ce sont des gens à qui on dit vous y allez, vous n'y allez pas, vous cognez, vous ne cognez pas, vous cognez fort, vous ne cognez pas. Ceux-là, vous les épargnez. C'est bizarre, ce sont toujours les mêmes qu'on épargne. Quand il y a eu combien de voitures brûlées, par exemple, le 31 décembre ? Est-ce que vous avez vu une charge de police ? Plus de 1000, je crois, voitures, quelque chose comme ça. Il n'y a pas une seule charge de police pour aller tabasser qui que ce soit. Il n'y a pas eu un seul personnage éborgné parmi les incendiaires. Il n'y a pas eu un seul personnage interpellé, placé dans un commissariat, envoyé au tribunal, voire mis en prison. Ça veut dire qu'il y a eu 1000 incendiaires le 31 décembre. Ça n'a fait aucune information et on n'a pas envoyé la police là-bas. Donc est-ce que vous nous dites que le gouvernement a pour politique d'aller réprimer ce peuple ? Je sauve la police en disant, je ne dis rien contre la police, ni pour... Mais contre les consignes qu'elle a. Mais je dis simplement que la police, elle obéit. Simplement, on lui dit, vous y allez, vous n'y allez pas. Vous cognez, vous ne cognez pas. Allez-y, c'est pas grave, vous avez des grands-mères qui témoignent, qui manifestent, vous pouvez les cogner. Là, dans les banlieues, on n'est pas très sûr que ça se passerait aussi facilement que ça. Donc je dis simplement qu'ils sont eux aussi pris entre deux feux. Si on fait une sociologie du policier ou du gendarme, ce sont la plupart du temps des gens modestes, ce sont eux aussi des prolétaires. Bien plus près du peuple que du côté des Mais bien sûr. Quand vous parlez de peuple, ça fait penser effectivement aux notions de foule, de masse, sur lesquelles beaucoup de penseurs ont écrit. Et moi, ça m'a fait penser, vous me direz si j'ai eu tort d'y penser, à Psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui nous explique que le comportement de l'individu change lorsqu'il est justement dans la foule, dans la masse, et qui du coup peut avoir parfois des comportements déraisonnables, irraisonnés. Est-ce que ce peuple a toujours raison ou est-ce qu'il peut effectivement avoir des comportements condamnables et est-ce que les Gilets jaunes ont eu des comportements condamnables ? On ne peut pas généraliser non plus parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi ? Il vous suffit juste de porter un gilet jaune et vous êtes gilet jaune. Il y a des photos de Macron, il a un gilet jaune, il est dans un aéroport. Cet effet de foule auquel on a assisté pendant des mois, est-ce qu'il n'a pas été dangereux ? Est-ce qu'il ne met pas en danger notre société ? Non, pas la société. Les gens qui la mettent en danger, ce sont ceux qui estiment que les pauvres doivent rester pauvres, que les riches doivent pouvoir continuer à s'enrichir. Ce sont ceux-là qui mettent la société en danger. De la masse ? Si, je m'en méfie, mais je dis simplement qu'il y a eu des moments dans l'histoire des Gilets jaunes et qu'il n'y avait pas d'effet de masse ou d'effet de foule tant qu'ils se sont trouvés sur les ronds-points partout, qu'ils étaient disséminés dans la France entière et que c'était un mouvement girondin. Pas à Paris en train de... Le jour où ils se sont dit on monte à Paris et là on va manifester aux Champs-Élysées, alors là ça a été le moment de toutes les récupérations. Oui, mais c'est l'effet du peuple qui veut se faire entendre et qui ira jusqu'au bout. C'est ça le risque. C'est d'où cette question de vous ne méfiez pas. Si, vous avez raison, je le redis. Effectivement, vous avez un moment où il y a des effets qui font que... il y a eu des policiers aussi dont le boulot consiste à être avec les casseurs. Moi j'ai reçu des images et les gens me disent regardez, et on voit un type qui fonce, un black bloc qui fonce vers les gendarmes, on se dit il va s'en prendre une dès qu'il arrive. Les mobiles s'ouvrent, ils se referment derrière eux, hop, le personnage disparaît. On se dit, celui-là, il fait partie de la bande. Donc c'est vieux comme le monde. Si vous lisez des histoires de la police depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a des gens dont le métier consiste à faire ce travail-là. Là, je suis en train de lire des pages de Victor Hugo, où on voit bien que, sur l'enterrement de Victor Hugo, où la police est en train de dire, on va essayer de faire de telle sorte que lors des obsèques de Victor Hugo, on puisse distribuer des armes pour qu'il puisse y avoir... Bon, ça existe, bien sûr. Ça, ce sont des gens dont le métier consiste à dire faites déborder ces gens-là. Donc oui, il y a des gens qui débordent, bien sûr. Il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui sont entraînés par d'autres, il y a des gens qui mettent un gilet jaune en disant allez, on va embarquer cela. Puis si vous avez une caméra et que vous pouvez filmer des dégradations, c'est facile de dire les gilets jaunes sont des violents qui dégradent, etc. Je prends l'exemple de l'Arc de Triomphe, ça a été assez facile de dire que c'était eux
les gilets jaunes qui avaient dégradé alors qu'on n'a pas montré que les gilets jaunes avaient protégé. Et moi, j'ai un gendarme qui m'a envoyé des photos. Et ils ont protégé la flamme. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, quand vous tapez Arc de Triomphe, gilets jaunes, etc., vous avez tous les tags qui ont disparu, sauf Gilets jaunes vaincront. C'est-à-dire que là aussi, alors vous allez dire que je suis complotiste, je dis simplement que c'est bizarre que les gens nettoient la totalité des tags, sauf un qui permet d'assimiler les gilets jaunes à la vandalisation. Alors qu'il y a eu, bien sûr, vous avez raison, des vandales, il y a eu, bien sûr, des gilets jaunes qui ont fait des trucs pas bien, mais il y a eu aussi des gilets jaunes qui ont fait des choses remarquables. Ce sont eux qui ont sauvé la flamme du soldat inconnu et puis la tombe du soldat inconnu. Il nous reste malheureusement 30 secondes. Est-ce que pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, cette masse qui manifeste contre la réforme des retraites, c'est dans le sillage des gilets jaunes, c'est la suite logique ? Je dirais les gilets jaunes, c'est le sous-prolétariat, et là on a affaire à un prolétariat. Eux, ils défendent des intérêts, ils ont un syndicat, ils ont des partis, etc. Les autres, ils n'ont rien du tout. Mais vous avez aussi, regardez, les médecins, vous avez aussi les pilotes de ligne, vous avez aussi les avocats vous avez plein de gens qui montrent leur mécontentement. Je pense que le mécontentement est généralisé, les gilets jaunes en font partie, mais qu'il y a quelque chose qui montre que la solution d'une Europe libérale, ultra-libérale, dans un monde ultra-mondialisé, ça n'est plus possible ou ça n'est plus pensable, ça génère des douleurs et des souffrances qui font bouger le monde, que ce soit au Venezuela, au Liban ou en France ou partout ailleurs sur la planète. Merci infiniment Michel Onfray. Je rappelle le titre de votre livre, Grandeur du petit peuple. Merci d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain à 17h30 et à 22h. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Demain, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous à 7h30. Son invité politique sera Damien Abad, patron des députés LR. Très bonne soirée sur Public Sénat.